Salut la gang, ici Gab Lafrenière et bienvenue autour du bloc, le podcast où on parle de tech, d'innovation, de géopolitique. Et aujourd'hui, on va parler comment construire un corridor énergétique entre le Canada, le Mexique et les États-Unis avec M. Pierre Allary, ancien ambassadeur du Canada au Mexique et un expert de l'énergie chez Hydro-Québec, anciennement plutôt. On start ça right now. Les data centers américains viennent d'ajouter 3 gigawatts en 2024 de puissance. Pendant ce temps-là, Hydro-Québec exporte 35 TWh vers la Nouvelle-Angleterre. Pour en parler, on a aujourd'hui Pierre Allary. Salut Pierre. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, Gabriel. Écoutez, Pierre, on peut se tutoyer? Absolument. Good. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu as un parcours incroyable, une feuille de route qui pourrait prendre du temps à expliquer là, si on voudrait faire tout ton parcours au complet. Mais juste en quelques minutes, peux-tu nous résumer c'est qui Pierre Allary puis ton parcours? Je sais que tu as été ambassadeur du Canada. Maintenant, tu as un poste stratégique chez ATCO. Donc, petit disclaimer avant de commencer. Par contre, Pierre, en préparation pour l'épisode, on en a discuté, puis tu parles vraiment aujourd'hui en ton nom personnel, ni au nom d'Hydro-Québec, ni au nom d'ATCO. Donc, c'est important pour l'auditoire d'en faire mention. Là. Absolument. C'est un engagement personnel aujourd'hui. OK, parfait. Fait que, Pierre, vas-y, je te laisse la parole. Ben écoute, petit gars de Trois-Rivières qui devait avoir une vie normale en pâte et papier probablement chez nous. Mais moi aussi, je viens de Trois-Rivières. Ah ben oui, c'est bon, c'est excellent. Alors écoute, je me suis retrouvé par concours de circonstances à faire ma maîtrise en Europe. J'avais eu Robert Bourassa comme professeur d'économie à l'Université Laval. OK. Et il m'a envoyé dans un collège qui s'appelle le Collège d'Europe en Belgique pour parler justement d'uniformisation. À l'époque, on l'appelait ça les unions libres, les unions économiques. Maintenant, on sait c'est quoi ces accords de libre-échange, mais à l'époque, on l'appelait ça comme ça. Alors, tout ça m'a amené vers une carrière diplomatique au début de ma carrière. Comme délégué commercial, j'ai été en poste au Nigeria, en Afrique, après ça au Chili. Après ça, j'ai décidé de passer au secteur privé rapidement chez Bombardier. Je vous économise un paquet d'autres choses. Mais bon, fast forward 30 ans, je me retrouve ambassadeur du Canada au Mexique. Et toujours intéressé. Avant ça, j'avais fait un peu Hydro-Québec international, où on a fait des transactions super importantes aux États-Unis, au Chili, au Pérou. Et par la suite, après mon poste de 5 ans comme ambassadeur, où j'ai eu la chance d'être partie de l'équipe de négociation de l'accord de libre-échange, dans le Trump 1.0, OK. je me suis retrouvé, moi, je vais retourner dans le privé, et je me suis retrouvé chez ATCO, qui est une compagnie basée à Calgary, qui se très Alberta-centric, comme on dit en anglais, mais qui s'occupe d'énergie, transport d'énergie, gaz naturel, transmission électrique. Transport électrique, on dit en français. Donc, une carrière un peu jack of all trades. J'ai fait un peu toutes sortes de choses, mais beaucoup d'énergie aussi, et beaucoup de diplomatie, beaucoup de négociations. C'est un peu ma carrière en général. Oui, c'est vraiment un parcours extraordinaire, Pierre. Puis tu as parlé de Hydro-Québec international. Puis c'est la première fois que j'entends ça. Pour moi, Hydro-Québec, c'est la nationalisation de l'électricité pour les Québécois. Puis, mais il y a un volet transfrontalier, international. Peux-tu m'en parler un petit peu? Oui, en fait, vraiment, Hydro-Québec, le Québec et Hydro-Québec ont développé une extraordinaire expertise en hydroélectricité, en transport d'électricité dans des conditions difficiles, des conditions de froid, des conditions de beaucoup d'arbres, par exemple. On a développé toutes sortes de technologies, toutes sortes de brevets qui appartiennent à Hydro-Québec. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a eu un éclair de génie à Hydro-Québec qui a dit peut-être qu'on devrait exporter ces connaissances-là. T'sais. Alors, au début des années 90, même milieu des années 80, des projets en Guinée-Conakry, en Afrique, par exemple, où Hydro-Québec aidait à développer de l'énergie. Et ça a pris pas mal d'ampleur avec, justement, puis après ça, c'était un système d'investissement. Hydro-Québec a commencé à investir dans des barrages, là, on s'en Dans des barrages, des lignes de transmission, surtout. Okay. Des petits barrages en Amérique centrale, je ne me trompe pas, mais surtout des lignes de transmission au Pérou, au Chili. C'était des investissements qui étaient très rentables, en fait. Mais pour des raisons politiques, on a décidé de ramener tout ça au Québec. Moi, je pense que c'est une erreur de vision. Je pense qu'Hydro-Québec a une capacité d'exportation de ses connaissances. Mais évidemment, tout le monde dit on ne peut pas être tout azimut, on ne peut pas être partout. Moi, je pense qu'au contraire, on est capable. Quand tu as quelque chose qui appartient au monde, quand tu as quelque chose que tu es capable d'exporter vers le monde, tu devrais le faire. Puis je pense que c'est un grand manque de vision de stopper les opérations d'Hydro-Québec international, à mon avis. C'est OK, mais qui a tiré à la plug? En quelle année? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, tirer à la plug, je pense que la plug s'est tirée de façon progressive. Il n'y a pas un matin qu'ils ont dit on ferme Hydro-Québec international. Mais moi, je peux dire que j'étais là au moment de l'acquisition de Translélec au Chili, qui était tout le réseau, c'est le backbone, le réseau de transport d'électricité au Chili, qui était très rentable pour Hydro-Québec. Mais il y a eu un moment donné de dire, écoute, le gouvernement du Québec a dit, moi, je m'en sors une espèce
d'un petit milliard de plus, milliard et demi de plus, j'ai besoin dans mes poches pour combler mon déficit ici. On faisait un déficit de zéro dans ces années-là. Ben, Puis... je pense qu'on faisait déjà un petit déficit, mais ce que je veux dire, c'est que oui, on peut aller chercher 1,5 milliard tout de suite. Pour bien des gens, ça a l'air d'être un paquet d'argent. Mais si tu es capable de faire 400 millions par année pour les 25 prochaines années, es-tu mieux de prendre 400 millions par année puis de le garder, ou tu fais 1,5 milliard tout de suite puis ça paraît bien au niveau politique au Québec? Ben là, des chiffres de même pour des gars d'immobilier, puis dans le domaine des centres de données, c'est comme no-brainer. Là, c'est des ROI Mais c'est le problème quand la politique prend des décisions commerciales. Ouais. Puis ça, j'accuse aucun parti politique. Je fais pas de politique partisane ici, mais c'est toujours les mêmes choses. On a besoin d'argent vite, vendez un actif. T'sais. Mais c'est pas toujours la meilleure chose à faire, à mon avis. Puis je pense qu'on a manqué le bateau. Encore à ce jour, Hydro-Québec pour exporter son expertise de façon très rentable, à mon avis. Ouais. Mais tes manques de vision, justement, Pierre, t'en as-tu vu d'autres? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener plus de richesse puis d'abondance au Québec avec ce fleuron-là qu'on a qui est Hydro-Québec? Bien, je pense qu'il faudrait créer un Hydro-Québec international qui est vraiment indépendant d'Hydro-Québec, finalement. Okay. C'était un peu ça la structure au départ. Hydro-Québec international était indépendante. En fait, était situé à 740 Notre-Dame. Il n'était même pas dans l'édifice d'Hydro-Québec. C'était pas la même gang du tout. C'était pas la même gang. C'était un autre groupe. Il y avait un conseil d'administration indépendant. Mais il y a toujours l'intervention politique. T'sais, chaque fois qu'on allait présenter un projet, il fallait le présenter au conseil d'administration d'Hydro-Québec. Moi, je pense que ça prendrait une séparation complète dans laquelle Hydro-Québec international aurait l'actionnaire principal qui pourrait être Hydro-Québec, mais d'autres actionnaires privés. Des groupes privés qui pourraient aussi protéger l'indépendance d'Hydro-Québec international. Donc, on a une expertise qui est là, on a une capacité extraordinaire qu'on n'utilise pas, qui pourrait donner de l'argent, qui pourrait enrichir les Québécois, en fait. Ça pourrait être une société d'État indépendante qui pourrait s'appeler Hydro-Québec international. Mais là, on peut rentrer, on peut s'imaginer un paquet de scénarios. Ouais. Mais moi, je dis, on est assis sur quelque chose qui pourrait rapporter de l'argent aux Québécois. Puis ça nous permettrait de connaître ce qui se fait à l'étranger aussi un peu. Parce que là, écoutez, il y a bien des pays qui avancent très vite. Sinon, on est assis sur nos fleurons aussi un peu. Là. Il y a des technologies qui se développent à l'étranger. On était vraiment à l'avant de tout le monde. Là, je te dirais qu'on est dans le milieu tu sais, on est dans cycliste, tu as le peloton. On est dans le peloton. Là. On n'est pas dans l'échappée. Là. OK, super. Puis Pierre, c'est quoi justement le PPA, dans le fond? Parce que c'est un terme qu'on entend des fois là, dans ton domaine. Là. Ouais. Peux-tu nous en parler un petit peu? Bien, c'est relativement simple. PPA, c'est Purchasing Power Agreement. OK. C'est quand tu as une entente entre deux parties. Par exemple, si moi, demain matin, je te construis une usine... une usine hydroélectrique. Là, je te fais un barrage hydroélectrique ici de 20 MW dans un petit village. On ne peut pas faire ça au Québec, là, mais je te donne. Et puis, ça me prend un acheteur. Ça passe qu'on appelle un off-taker. Okay. Moi, avant d'investir mon 100 millions pour faire mon petit barrage, mais je veux dire à qui je le vends, ça. Puis là, je vais te signer avec toi, regarde, puis je vais te dire, regarde, toi, tu prends mon énergie pendant 20 ans, on va signer un PPA, Purchasing Power Agreement. Okay. Donc, moi, je me protège, je vais à la banque, je vais chercher mon cash, je construis mon barrage, puis je te vends l'énergie. Bon, c'est aussi simple que ça. C'est relativement simple. C'est la monnaie courante dans le domaine de l'énergie privée, si tu veux. Bon, c'est un petit peu ça, justement, comme je parlais d'entrée de jeu. Notre 35 TWh qu'on envoie en Nouvelle-Angleterre, c'est un PPA, c'est un deal qu'on a avec les States. Puis là, ben, justement, toute cette relation-là, justement, avec Trump qui est au pouvoir, est-ce que ça nous donne un levier stratégique? Comment tu vois ça un petit peu au niveau géopolitique d'avoir des PPA avec les States, puis peut-être avec d'autres pays? Le Mexique, on exporte-tu juste au... On n'exporte pas d'énergie directement. Il n'y a pas de ligne qui se rend, dans le fond. Il n'y a pas de ligne qui se rend, fait que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais bon... Les PPA sont signés avec les États, avec les compagnies d'État, par exemple. Pas les États comme tels, mais sinon l'équivalent d'Hydro-Québec au Massachusetts ou en Nouvelle-Angleterre, par exemple, ou en l'État de New York. Donc, au niveau fédéral, Trump n'a rien à voir là-dedans. En fait, tu regarderas, le président Trump n'a pas encore touché beaucoup à l'énergie. À part imposer un 25 de tarif, là, il y a la menace du tarif de 25 mais il ne se mêle pas à la gestion de ça. C'est un truc qui est très au niveau des États. C'est un peu comme si le premier ministre du Canada essaierait de dire quoi faire à Hydro-Québec. Ça ne marcherait pas. C'est un peu la même chose aux États-Unis. OK. Ben, écoute, c'est ça. Puis on parlait justement au début d'émission, Pierre, puis je trouvais ça fascinant parce que on entend beaucoup des nouvelles là, flamboyantes, puis on voit des chiffres incroyables. Là. Notamment Michael Sebia qui a annoncé un plan, là, je pense c'est 10 milliards par année pendant 10 ans. Fait que ça, c'est des chiffres qui sont, on s'entend, là, mirobolants, mais il y a des conséquences à chaque décision. Puis quand tu annonces des choses comme ça, il y a tout un écosystème, premièrement. Fait que j'aimerais ça que qu'on en parle, qu'on fasse du chemin là-dessus pour bien comprendre c'est quoi qu'il y a derrière ces annonces-là. Bon, premièrement, les objectifs, les tenants, les aboutissants, puis qu'est-ce qui pourrait faire bloquer ce genre de choses-là? C'est-tu juste pelleter des nuages ou c'est concret? Ben moi, regarde, je trouve ça extraordinaire qu'Hydro-Québec ait ces ambitions-là. On l'aurait dû avoir ça il y a 15 ans ou 20 ans. Ouais. C'est malheureux qu'on ait arrêté ça. Donc, je suis tout à fait d'accord avec l'idée d'une expansion importante d'Hydro-Québec.
Premièrement, Hydro-Québec doit faire... Il y a deux choses. Quand on parle de 135 à 150 milliards là, sur 10-12 ans, là, évidemment, là-dessus, il y a à peu près un tiers qui c'est le maintien du réseau, la rénovation du réseau. Donc, ce n'est pas des nouveaux investissements comme... Ouais, c'est un nouvel investissement comme tel, si tu veux, mais tu n'ajoutes pas à la capacité. Ce que tu fais, c'est que tu changes la transmission, tu changes le transport, tu changes la génération, tu changes des turbines à Bay James, mettons. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ça, mais donc à peu près un tiers de ça. Mais il y a un gros 2 tiers, là, qui est à peu près 100 milliards de dollars, puis c'est un chiffre énorme. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, les Québécois se rendent compte, c'est quoi 100 milliards sur 10 ans? C'est 10 milliards par année, c'est 900 millions de dollars d'investissement par mois. Alors, qui est capable de gérer ça? Est-ce qu'Hydro-Québec a les équipes de gestion? J'espère qu'ils les ont, je les appuie à 100%, mais il faut se rendre compte qu'il y a une capacité de développer des projets. Au Québec, si Hydro-Québec veut faire 10 milliards de dollars par année d'investissement dans des éoliennes, peut-être du petit nucléaire, peut-être un autre barrage, on verra avec la négociation avec les Premières Nations. Mais ça fait quoi comme résultat? L'effet de ça fait quoi? Hydro-Québec dit déjà que ça va prendre 35 000 employés de construction. Aujourd'hui, on vient de déclencher la grève en construction résidentielle au Québec. Ces gens-là vont avoir l'option de s'en aller dans la construction industrielle. Qu'est-ce que ça va faire sur le prix des maisons au Québec? Si tout à coup, tu as une carence de travail. Il n'y a plus personne pour travailler. Ils vont tout être du côté d'Hydro-Québec. Alors, il y a un effet, il y a une réaction à chaque action qu'on prend. Puis je pense que ça démontre encore une fois un peu le manque de coordination et de vision de nos gouvernements en général, de ne pas être capable de planifier ça d'avance. Une vision, ça se développe, mais ça se planifie aussi. Comment tu vas l'exécuter? Tu peux avoir un plan Hydro-Québec, un superbe plan, comme je dis, je ne suis pas, mais comment tu vas exécuter 100 milliards de dollars d'investissement dans les 10 prochaines années? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas lu à personne, je ne l'ai pas lu à nulle part, personne ne me l'a dit. On est déjà bien engagé on commence notre deuxième année de l'annonce du plan, pratiquement. On arrive là. Ils ont déjà commencé à faire des investissements. Puis ils mobilisent des troupes. Tout ça, au début, la mobilisation pour les grands projets, ça prend du temps. Tu n'annonces pas un projet, puis tu commences à le construire le lendemain. Là. Il y a toute une question. Mais on ne sait pas encore, est-ce qu'il va y avoir un nouveau barrage au Québec? On ne sait pas. Est-ce qu'il va y avoir du nucléaire au Québec? On étudie Gentilly 2, le site de Gentilly 2, qu'on l'a fermé il y a 10 ans. Pourquoi on l'a fermé? Un autre manque de vision, Pierre. À mon avis, manque de vision, c'est sûr. Écoute, la technologie Candu qu'on a à Gentilly, c'est une technologie unique qui est canadienne. J'arrive d'Argentine, je suis en Argentine la semaine passée. Il y en a du Candu, ils sont en train de rénover, ils veulent rénover. Leur backbone énergétique, c'est pas mal... C'est surtout du gaz, en fait. Eux, c'est surtout du gaz, mais le Candu était là en backup. C'est sûr que le nucléaire, c'est cher. Mais il ne faut pas non plus toujours s'arrêter au prix immédiat. Si on s'arrêtait au prix immédiat, là, ce qu'on ferait au Canada en général, je ne parle pas du Québec, c'est du gaz naturel. Mais qu'on sait qu'actuellement, les fossil fuels, les combustibles fossiles ne sont pas très, très à la mode. Mais il faut penser à ça dans la transition énergétique. Écoute, je ne suis pas contre les ONG là, qui montent aux barricades, là, mais des combustibles fossiles, il va en avoir pour les 30-40 prochaines années. OK? Il ne faut pas se tromper. On va essayer de le réduire le plus vite possible, mais la réalité est là. Puis, on parle toujours de solaire, on parle toujours de batterie, on parle d'éolien, mais dans les centres de données, par exemple, qui ont besoin, surtout pour l'intelligence artificielle, qui ont besoin de fiabilité à 99,99% à peu près, là, ça devient compliqué, là. Ça prend une sorte d'être dans le désert garantie. Du Texas, là. Ouais, même là, ça prend des batteries en masse, puis les batteries ne sont pas toujours tout à fait encore efficaces. Ouais. Donc, l'idée pour bien des pays, puis je sais que c'est mal vu au Canada et au Québec de parler de ça, c'est d'avoir du gaz naturel ou un combustible fossile en backup, tu sais. Ouais. Et ça, c'est la réalité, je te dirais, pour probablement 90% des pays du monde. Oui, mais comme l'Alberta a fait, justement, l'Alberta n'a pas eu peur d'exploiter leurs hydrocarbures. Ça a justement baissé leurs dettes, leurs déficits, etc. Ouais. Puis au Québec, avec des investissements massifs, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais lorsqu'on investit Hydro-Québec, 10 milliards par année, c'est des fonds qui sont dans la trésorerie d'Hydro-Québec ou c'est de la dette internationale? Ça va être emprunté, c'est clair. Hydro-Québec n'a pas cette capacité non, d'emprunt. c'est ça. Mais il va être backé par le gouvernement du Québec. Donc, ça va être une dette souveraine qui va être là. Mais Hydro-Québec a une capacité d'emprunt. Ne trompe-toi pas, ils sont capables, mais je ne pense pas que ce soit... Je ne connais pas les finances en détail d'Hydro-Québec. Là. Je ne pense pas qu'Hydro-Québec peut aller à n'importe quel banquier international demain matin et dire « passe-moi 100 milliards. » là. Ça ne marche pas exactement comme ça. Ça va être par étapes, ça va être par tranche pour commencer. La Caisse de dépôt va peut-être en financer une partie. C'est un mélange. C'est une espèce de buffet là, de sources financières, mais c'est pas 100 milliards d'un coup, évidemment. Là. OK. Puis parce que justement, dans l'industrie du centre de données, on pourrait être au Canada des leaders mondiaux dans le domaine de l'IA, puis des centres de données. On a une énergie qui est propre. On a aussi beaucoup de climat assez froid où on peut avoir une économie vraiment
puis réduire le PUE des centres de données, justement, sur le cooling. Comment tu vois les enjeux, justement, dans le centre des données, Pierre? Puis comment qu'on peut faire partie des leaders? Comment qu'Hydro-Québec pourrait participer à venir unir l'énergie, les données pour propulser le Québec, le Canada, là, dans les leaders mondiaux? C'est une super bonne question parce qu'en fait, écoute, on a tout au Canada et au Québec. On a tout pour être des champions mondiaux pour les centres de données puis les centres d'intelligence artificielle. Le problème, c'est qu'on n'a pas de politique. On en parle, tout le monde en parle, mais est-ce qu'il y a quelqu'un au Québec, du gouvernement du Québec, d'Hydro-Québec, qui a exprimé clairement c'est quoi la politique pour être un autre? Pas juste un centre de données, il y a 11 000 centres de données actuellement dans le monde. Ça va doubler d'ici 2030. Okay? Le centre de données dans le monde actuellement utilise à peu près 1,5 % de toute l'énergie produite. Ça va être 3 % en 2030. Ça a l'air de rien. Non, c'est énorme. C'est énorme comme demande en énergie. Et au Québec, on a la température et on a la capacité énergétique de le faire. Alors moi, je te dis, pourquoi pas développer une politique très, très claire pour être des hôtes de centres de données, garantir la stabilité. Et puis pas juste au Québec, là, l'Alberta pourrait faire la même chose. Moi, je travaille pour une compagnie de l'Alberta, puis je peux te dire qu'il y a une capacité énorme. Puis comme tu disais tout à l'heure, la température. Tu sais, il y a bien un paquet de centres de données qui génèrent de la chaleur, puis qu'il faudrait être bien dans un climat de moins 30, l'hiver sera bien content d'être là, eux autres. Tu sais. Ça ferait leur affaire. Ouais, on a eu de l'attractivité. Là. Je pense qu'il y a eu des moratoires aussi pour freiner l'appétit, justement, que l'industrie, au niveau mondial, qui avait les yeux sur le Québec pour venir développer de l'infrastructure ici même. Là, écoute, c'est ça, il y a une volonté de freiner ça par peur de manquer d'énergie dans les... Pourquoi une volonté de freiner plutôt qu'une volonté de l'encourager? Pourquoi pas changer notre état d'esprit et dire, écoutez, l'énergie, là, c'est le passé, c'est le présent puis c'est l'avenir. Ça ne changera pas, ça. C'est notre réalité. Puis si on n'est pas capable de développer des politiques avec une vision à plus que 4 ans de gouvernement, là, une vision à 15 puis 20 ans, dire, nous, on va devenir un champion mondial d'hébergement des centres de données. On va garantir, on va devenir des champions. Pourquoi pas avoir une politique là-dessus? Puis c'est bien beau d'inviter des Norvolt de ce monde. C'est bien beau là, pour les batteries avec en cours. Je suis tout à fait d'accord. Mais on est capable de marcher et marcher de la gomme en même temps. Ils ne sont pas mutuellement exclusifs, ces affaires-là. On peut l'avoir, la politique. Alors, pourquoi on ne l'a pas? Moi, je ne comprends pas ça. La réalité, là, c'est que l'intelligence artificielle est là. Puis elle va de plus en plus va demander de l'énergie. Pourquoi pas monter sur le train, puis prendre le train avec eux, puis y aller, puis être les champions mondiaux, plutôt que de regarder passer le train? Et ça m'énerve. Ça m'énerve énormément qu'au Canada et au Québec encore, puis je ne suis pas en train de chier sur le Québec, là. Je suis québécois, je suis très fier de l'être. Mais pourquoi on n'est pas capable de prendre les devants là-dedans? On ne s'est pas gêné des années 60-70 pour développer la baie James. Ça prenait une vision. Ça prenait quelqu'un qui avait vraiment des couilles, là. Puis on l'a fait. Mais pourquoi pas faire la même chose maintenant? T'sais, moi, je me dis, on est capable de le faire, on a la capacité de le faire. Puis on peut le faire tout à fait en collaboration avec les peuples, les Premières Nations, qui deviennent partenaires avec nous autres dans ces développements-là, plutôt que de dire, bon, vous êtes des partenaires. Non, les engager complètement, qu'ils soient des partenaires non seulement commerciaux, pas seulement territoriaux, mais commerciaux avec nous autres là-dedans. Puis ça passe peut-être par enlever un petit peu du monopole d'Hydro-Québec, peut-être de séparer Hydro-Québec, d'en enlever un petit 10 ça s'en va au privé, cette affaire-là. Oui, parce qu'avant la fondation d'Hydro-Québec, en quelle année ça a été fondé, Hydro-Québec? En des 70, c'est René Lévesque. C'est René Lévesque, effectivement, au milieu des années 60, la Shawinigan Power à l'époque. C'est ça. Fait que, bon, mais justement, avant ça, c'était... L'énergie au Québec, c'était plein de petites compagnies anglophones. Là, surtout anglophones, effectivement. Puis, en fait, il n'y avait pas de la nationalisation. Tu dirais-tu que la nationalisation de l'électricité au Québec, c'est le plus grand projet de société qu'on a eu de l'histoire du Québec? Moi, je te dis oui, ça, puis l'assurance maladie aussi. Je te dirais que c'est les deux grands projets qui ont défini le Québec comme société indépendante. Je ne te dis pas indépendantiste, là, je te parle de société indépendante. Oui. C'était des grands projets des années 60, début des années 70, qui ont forgé la personnalité du Québec comme entité politique. Exactement. Puis d'après toi, selon tout ton background, Pierre, puis toute l'expérience que tu as, pourquoi on n'envoie plus des projets de société? On dirait qu'à chaque fois qu'on change de gouvernement, tu as le pied sur le gaz sur un projet de société, puis l'autre a le pied sur le break. Pourquoi on a l'impression là, quasiment de faire du surplace, autant dans le domaine de la santé, de l'énergie, là, c'est bien beau, Michael Sebia, des belles annonces comme ça, mais en plus, là, tu m'apprends que c'est de la rénovation, c'est entretien et rénovation et non ajouter de la puissance supplémentaire. Non, c'est les deux, non. Okay. J'espère que je me suis exprimé pleinement. Non, j'avais peut-être mal compris. Du 130-140 milliards, on parle à peu près entre 135 et 150 milliards au total. Là. Il y en a un tiers qui va à la maintenance et rénovation du réseau. Donc, puis après ça, il y en a 2 tiers qui c'est des nouveaux investissements. Il faut que ça soit clair. Là. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. En fait. OK, parfait. Fait que c'est ça, pour revenir à ma question,
d'après toi, là, vite de même, là, on n'a peut-être pas la réponse, on n'a pas la réalité infuse, mais vraiment, selon ton feeling, ton ressenti, qu'est-ce qui fait dans l'époque actuelle, Pierre, que des projets de société, comme on a vu là, dans les années 60 avec Hydro-Québec, on a l'impression, moi, personnellement, là, moi, je suis né en 90, j'ai pas connu ça. J'ai pas vu de mouvement comme ça où est-ce qu'on se sentait impliqué politiquement pour faire une différence. On dirait que c'est statu quo beaucoup. Ben écoute, je vais te donner une opinion très, très personnelle. C'est que nos politiciens, puis je parle de tous les partis politiques, sont devenus des suiveux plutôt que des leaders. Ouais. Maintenant, c'est Instagram, c'est TikTok, c'est 30 secondes. Qu'est-ce que le mouvement dit actuellement? Là? C'est ça, on embarque là-dedans. Que les politiciens embarquent là-dedans. Plutôt que de dire, moi, là, c'est là que je m'en vais, qui c'est qui me suit? Tu sais, les René Lévesque, les Robert Bourassa, les Jean Drapeau de ce monde qu'on a eu au Québec, les Jacques Parizeau, pardon, Oui. qui avaient une vision, ben, c'est ça qu'on veut faire, puis embarquer avec moi, qui ont été capables de vendre une vision aux gens. Tu sais, il y a bien du monde qui ont ri de Jean Drapeau avec les Jeux olympiques, puis après ça, la Expo 67, c'était une joke, toutes ces affaires-là, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est vrai que les Jeux olympiques, c'était un désastre financier, mais ça ne manquait pas de vision. Aujourd'hui, là, c'est tout 30 secondes. Le clip radio, puis le clip TikTok, puis le clip Instagram, il va sortir à quel moment, puis qu'est-ce qu'il faut que je dise pour que les gens m'aiment, tu sais. Il n'y a plus bien de visionnaires en politique. Puis c'est le temps de faire de la politique aujourd'hui. Ils veulent plaire à tout le monde, dans le fond. Ben, je veux dire, regarde, tu peux pas plaire à tout le monde. Puis des grands projets de société, c'est sûr que tu vas avoir des ennemis. C'est sûr que tu vas avoir des ennemis, c'est clair. Puis aujourd'hui, tu sais, avec les médias sociaux, une gang de 12 peuvent s'opposer à quelque chose, faire paraître qu'ils sont 200 000. Tu sais. Alors, il n'y a plus de filtre sur ce que les politiciens peuvent dire. Puis tout ce que dit un politicien aujourd'hui, ben, c'est filtré, c'est discuté, ils prennent un scalpel, puis ils vont sur chaque lettre de chaque mot, puis chaque accent sur chaque mot. Qu'est-ce qu'il a dit vraiment? Ben moi, je te dis qu'il faut développer l'énergie au Québec. Je te dis qu'il faut développer, puis prendre avantage de l'intelligence artificielle puis des leaders. Mon Dieu, c'est pas compliqué à comprendre, ça. C'est pas... Puis on a la capacité, on a le climat, on a la technologie, on a l'expertise. Il s'agit juste de le monter ensemble. Puis si on le fait pas, qui, dans le monde, va le faire à notre place? Quelle entreprise, pas quelle entreprise, mais plutôt quelle nation que tu connais, Pierre, qui serait un exemple pour Hydro-Québec, d'après toi, qui fait les choses bien? Je pense pas qu'il y a juste un exemple comme tel, mais tu peux prendre, par exemple, l'Irlande, qui est un tout petit pays, là, 20 de sa capacité énergétique est dédiée au centre de données. 20 La Virginie, aux États-Unis, 25 Tu as 6 États aux États-Unis actuellement, aujourd'hui, qui ont développé, qui ont garanti 10 de leur production au centre de données. C'est clair. Est-ce que c'est une promesse ou c'est actuellement où ils l'ont annoncé? L'Irlande, c'est actuel. La Virginie, c'est actuel. Okay. Duke Energy, actuellement, aux États-Unis, est en train de développer une politique très, très claire pour être des hébergeurs, pour héberger des centres de données. On n'a pas de politique claire au Québec. On n'en a pas. Puis, est-ce que tu dirais que dans ces endroits-là, la raison pourquoi ils ont une vision comme ça, c'est qu'on revient au leadership? C'est-tu parce que les élus là-bas ont plus de leadership que nos élus? Ou... Parce que je pense qu'au Canada et au Québec, on essaye de tout dérisquer. Tout dérisquer. Okay. Il ne faut pas qu'il y ait de risque dans rien. Mais alors que la gestion de risque, ce n'est pas l'élimination du risque. Il faut que tu mitiges le risque. Puis je pense que nous autres, on s'est trompé dans les deux données. Là. La gestion de risque, c'est mitiger le risque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus à la fin. Écoute, y a-t-il une possibilité qu'une nouvelle technologie va sortir demain matin, puis que tout à coup, l'énergie ne sera plus nécessaire? Non, ça n'existe pas. L'énergie va peut-être prendre de nouvelles formes, mais l'énergie va toujours être en demande. Donc, nous autres, on est assis sur une mine d'or d'énergie, d'hydro-énergie Québec. On a du solaire qui n'est pas très fort, mais on a de l'éolien qui peut être extraordinaire. Puis je reviens on pourrait tourner dans le nucléaire. Écoute, de plus en plus, le nucléaire redevient acceptable. Puis tu vas voir les pays, surtout maintenant avec les mini-réacteurs, les réacteurs, qui sont beaucoup plus sécurs, beaucoup moins chers à développer, qui peuvent quand même... Ils ne rejettent pas de pollution. Le déchet, c'est quoi? C'est de l'uranium appauvri qui sort de là? Tu parles de l'uranium, mais ça dépend de la technologie que tu utilises. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, tous les risques ont été pas mal contrôlés. Il y a toujours dit que je reviens à la mitigation des Tchernobyl, on a peu de chances d'en voir encore. Il n'y en avoir non plus. Non. Ça ne pollue pas un réacteur nucléaire. Mais c'est cher. Carboneutre. On s'entend, c'est cher. Okay, il y a l'enjeu de cash, encore une fois. Mais je veux dire, il faut que tu vois... Il faut que tu vas au-dessus de l'immédiat profit. Encore une fois, on vit dans une société qui est ordonnée, qui est contrôlée par les analystes financiers de New York, qui regardent ça par trimestre. Les Chinois, eux autres, ils regardent ça 50 ans sur 50 ans. Ouais. Eux autres, ils s'en sacrent de l'analyste financier à New York. Ils vont dire, qu'est-ce qui va se passer avec ton action là, le 8 novembre 2025 quand tu vas faire ton rapport financier? Il faut être capable de se détacher. Une vision, là, il faut que tu sois capable de te détacher des considérations mondaines du jour. C'est ça, une vision. Il faut être capable de te projeter puis dire, regarde, moi, ce que le monde va dire aujourd'hui, là, je m'en fous parce que je pense
que moi et ma gang, on a raison pour aller de l'avant avec ça. Puis évidemment, il faut que tu l'entoures, il faut que tu mettes un cadre financier, il faut que tu mettes un cadre légal alentour de tout ça. Mais une vision, c'est un projet, c'est un désir, c'est pas une garantie. Mais regarde les visions qu'on a eues au Québec, en général, ça a assez bien marché. Parce qu'on est une société qui, en fait, où le droit existe, une société de droit dans laquelle on vit. Puis il y a des contreparties, il y a les oppositions, il y a des agences de réglementation qui fait que tu ne peux pas partir à une folie, faire une folie puis t'arrêter là-dessus. Moi, je pense qu'au Québec, on est assis sur une mine d'or qu'on n'exploite pas. Absolument. Ben oui, puis ça revient, moi, ce que je retiens de ça, c'est le manque de leadership. Il y a des endroits où on peut s'inspirer de leaders qui ont beaucoup plus de vision. Mais selon toi, Pierre, ça prend quoi pour être un bon leader, à part pas vouloir plaire à tout le monde? Un peu comme GNL qui a été bloqué parce que c'était mal vu de faire du gaz, mais alors qu'on aurait pu faire un peu comme la Norvège, même l'Alberta, un petit peu exploiter les hydrocarbures, même si ça pollue. Écoute, dans la dernière campagne électorale avec les menaces du président Trump, là, de 50e État, du coup, il y a un vent de patriotisme au Canada que j'ai jamais vu dans ma vie. J'ai 66 ans, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Ouais. Puis je le félicite. Il est temps qu'on se réveille un peu. Il est temps qu'on arrête de prendre les États-Unis comme une béquille. On est capable d'être un pays tout à fait indépendant. On est une puissance énergétique au Canada. On est une puissance en minerais. Tout ce qu'on a au Canada, là, regarde les océans, la capacité d'agriculture, les mines, la forêt, l'intelligence qu'on a. On a développé beaucoup de technologies au Canada. L'hydroélectricité au Québec, entre autres, au Manitoba. On a une capacité énorme comme pays, mais on a toujours été un petit peu paresseux. Tu sais, c'est facile d'être à côté. Ton voisin, c'est le pays le plus riche du monde, puis il achète tout ce que tu produis. Que tu ne regardes pas ailleurs. Tu sais. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, 75% de nos exportations, il y a 43 ans, de nos exportations allaient aux États-Unis. Puis c'était le grand slogan à l'époque, c'est il faut diversifier. Mais 43 ans plus tard, on est pire. Alors, on n'a pas diversifié parce que c'est facile d'aller aux États-Unis. Puis si on diversifie, là, on ne va pas se tromper. Là. Quand on parle de diversification, là, ça ne veut pas dire qu'on va éliminer les États-Unis, ça veut dire qu'on peut peut-être passer de 75 à 65%. On va continuer à être très, très dépendant de notre voisin américain. Puis ça, il faut trouver des outils pour être constamment en négociation avec eux. Mais je reviens, tu sais quoi, ça prend quoi pour être un leader? Ça prend quelqu'un qui a une idée, qui y croit, puis qui est capable de faire une analyse de son idée puis de sa vision avec des gens techniques indépendants de sa propre vision. Ça prend, tu sais, ta gang de chums, c'est pas toujours tes meilleurs conseillers. C'est pas toujours ça. Tu as toujours une gang un peu béni oui-oui dans ta gang. Ouais, ça, c'est normal, il y en a toujours. Ouais. Mais il faut que tu en aies qui vont te challenger aussi dans ton équipe. Là. Non, absolument, c'est ça. Ça prend des politiciens qui sont capables de s'entourer. Les vrais politiciens forts, c'est des gens qui n'ont pas peur de s'entourer de gens très forts. Ouais. Les politiciens faibles s'entourent de gens faibles comme s'ils ne se font pas challenger. Alors, moi, j'espère, j'ai beaucoup d'espoir avec Mike Carney parce qu'il semble avoir une idée très claire de ce qu'il veut faire. Va-t-il être capable de le faire? On le verra, je ne sais pas. Mais je ne parle pas de politicien particulier en principe. Je pense qu'on a développé une façon de faire de la politique au Canada et au Québec de paresseux depuis des décennies. Ouais. On suit la gang, on suit ce qui se passe, puis les ONG disent ça. L'ONG, là, c'est qui les ONG? Là? Ça vient d'où les ONG? Moi, je suis tout à fait d'accord pour les ONG, j'ai pas de problème, mais il y en a, là, des fois, tu te dis, c'est qui eux? Ils viennent d'où, eux autres? Ils représentent qui? Comment sont-ils autodonnés l'autorité de parler au nom du peuple? Tu sais, des fois, c'est une gang dans un café qui décide d'une idée, puis ramasse 400 signatures, puis dit... tout le mouvement woke aussi, là, qui a influencé beaucoup les politiques publiques, puis... c'est un peu le même principe que les ONG. On dirait que c'est des groupuscules de personnes, mais qui parlent très, très, très fort au nom de tout le monde. Ils connaissent très bien les médias sociaux, oui. Puis qui s'expriment bien en général. Ils ont des bons porte-parole. Puis moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait pour la liberté d'expression. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'ils parlent au nom de la société. Tu sais, ceux qui parlent au nom de la société, c'est les politiciens qui ont été élus. Ouais. C'est eux autres. C'est de même que ça marche, la démocratie. Tu as été élu, tu parles. Tu ne vas pas voter, ferme ta boîte. Ouais. Tu ne vas pas voter, tu n'as pas le droit de critique. Tu vas voter, tu as le droit de parler. Puis sinon, tu es dans l'opposition, puis tu t'opposes. Mais opposition constructive, des gens qui s'opposent juste pour s'opposer. Fait que moi, tu sais, je prends ça un petit peu avec un grain de sel. Tu sais, les ONG, moi, j'arrête pas de lire les journaux, puis j'entends parler d'une nouvelle ONG. C'est qui, eux? Ils sont combien? C'est quoi leur membership est structuré comment? Puis qui leur donne l'autorité de parler au nom de la société? Ouais. Ça, je ne le vois pas souvent dans les journaux. Ça, c'est les journalistes qui ne creusent pas assez loin pour aller voir c'est qui ce monde-là. Tu sais. Fait que moi, je me dis, les vrais porte-parole de la société, c'est nos politiciens. Ils ont été élus pour le faire. Bien, exactement, parce que au niveau médiatique, souvent, ça va toujours un petit peu dans le même sens. Puis les opinions contradictoires, on les voit très peu. Fait qu'on dirait que ça va beaucoup dans le sens des ONG. Puis mon feeling à moi, Pierre, puis j'aimerais ça que tu me corriges si je me trompe, mais les politiciens qui peut-être manquent un peu de vision vont dans le sens de l'opinion publique, qui est drivée par les médias, l'opinion publique. Puis bon, on va dans ce sens-là. Puis c'est comme ça que les grands projets de société comme GNL peuvent être bloqués ou des projets de pipeline comme Trans Mountain qui ont été coupés également.
Ben, écoute, oui, regarde, parlons de GNL rapidement, parce que je ne veux pas trop en parler, il va faire taper Non. ses doigts, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant la dernière campagne électorale, il y a un politicien qui a dit il n'y en aura pas de pipeline au Québec. Il ne veut même pas le considérer. Même pas, fini, pas de pipeline. C'est basé sur quoi, ça? Est-ce que le désir des Québécois, là, vraiment, là, c'est de pas avoir de pipeline au Québec? Moi, ce politicien-là qui a dit ça, là, il n'a pas été élu, lui. Il est élu dans son comté, mais il ne représente pas une majorité de Québécois. Il y a une minorité de sièges au Québec, même. Alors, il parle au nom de qui? Il parle au nom de la gang qui l'a élu. Il parle pas au nom des Québécois. Moi, je suis un Québécois, là, puis je peux dire que j'en veux un pipeline au Québec. Pas pour polluer, pas ça, pour exporter, faire du gaz liquéfié. Puis là, ça devient géopolitique. Pour aider les Européens à se libérer de la Russie en termes de gaz naturel. Okay. C'est parce que sinon, c'est quoi l'alternative? Tu brûles du charbon. Qu'est-ce qui pollue plus entre ton gaz naturel et ton charbon? Mais tu sais qu'en 2024, 2023, je pense que les dernières données de l'Agence énergétique internationale, il s'est brûlé plus de charbon dans le monde en 2023 que jamais dans l'histoire de l'humanité. OK? Ça, c'est la réalité, là. Fait que si on n'est pas capable de comprendre qu'une transition énergétique est en train de se faire, comme je te disais au début de l'entrevue, ça va prendre 25-30 ans encore. J'espère moins, mais dans ma tête, ça va prendre 25-30 ans. Un gaz naturel où tu peux facilement capturer le CO2 qui est émis, le mettre dans des cavernes. Donc, il y a une façon d'avoir du gaz naturel qui est pratiquement propre, là, pratiquement bleu, tu sais. Ouais. Ben, pratiquement vert, là, dans la palette de couleurs, il faut voir que c'est marchement. Puis ça, on refuse même de l'analyser. Moi, cette espèce de refus total, non, fini. Mais moi, j'ai un de mes chums qui est tout à fait contre les gaz fossiles, mais son char, il marche au gaz encore. Il va pomper chez... Il n'a pas acheté une Tesla, non, lui. Puis j'espère qu'il y en a... Personne ne va acheter des Tesla, j'espère non plus. Il y a bien d'autres options électriques qui sont très bonnes. Oui. Ouais. Puis on pourrait en parler aussi un petit peu plus. Je veux t'amener sur une autre piste après. Mais tout ça pour dire que, écoute, je pense que c'est très facile de dire non. La chose la plus facile à dire, c'est non. Surtout quand tu es dans l'opposition. Ah, il n'y aura pas de pipeline au Québec. Puis là, tu fais partir ta petite gang. Mais as-tu pensé au niveau global? Puis là, la personne qui va me dire, ben moi, j'en veux pas de pipeline au Québec, puis je ne suis pas élu par le gars en Ukraine, puis je ne suis pas élu par le gars en France. Ouais, mais ça ne t'empêche pas d'avoir l'intelligence minimale pour penser à ce que tu dis, par exemple. Ben, c'est ça, exactement. Je veux dire, on vit tous dans la planète. On vit tous sur la planète, là. Puis c'est beau. Tu peux dire, moi, je suis de Trois-Rivières, mais je suis de Trois-Rivières, puis je suis Québécois, puis je suis Canadien, mais en fait, je suis zoom out un peu, là. Je fais partie de l'humanité. Oui, c'est ça. Je fais partie de l'humanité. Puis la pollution ailleurs, la pollution, elle n'a pas de frontières. Elle n'arrête pas à sortir du Québec, elle n'arrête pas. La pollution est globale. C'est ça. On peut faire tous les efforts qu'il faut. Puis moi, comme je te dis, je suis 100% en faveur de la transition énergétique. Moi, je n'ai même pas de voiture, pour te donner un exemple. Là. OK. Tu roules en quoi? Comment tu... Je me déplace en Uber, je me déplace en transport en commun, je marche beaucoup. Mais là, tu es parti de Montréal? Ben là, je suis dans la voiture. Là, tu arrives du Mexique. OK. J'habite au Mexique. OK, parfait. Ouais. Puis en passant, tu passais combien de temps là, au Québec? Tu passes une couple de semaines? Ah là, je suis ici pendant... Ben là, je vais prendre l'avion pour aller à Vancouver, puis après, je vais prendre un autre avion pour aller à Calgary. Pour ça. Fait que je suis un grand pollueur, je l'admets. Mais bon, je suis ici par affaires, puis en vacances. Je vais être 3 semaines au Québec. OK. Fait que ça fait du bien des fois de revenir chez soi au pays. Vas-tu passer par Trois-Rivières un petit peu? Je vais certainement passer par Trois-Rivières demain, en fait. Non, c'est après-midi, on est mercredi. En tout cas, je pense, après-midi, je passe par Trois-Rivières. Ça fait longtemps que tu y as été. C'est en plein essor, ça se développe beaucoup, Trois-Rivières, Pierre. Oui, mais moi, je demeure, j'ai acheté à Pointe-du-Lac, puis c'est vraiment... c'est beau, écoute, j'adore. On sent un peu à la campagne, on est proche de la ville, tous les services sont à proximité, puis non, j'aime beaucoup ça, puis je trouve ça intéressant, Pierre, quand tu parles justement que, tu sais, depuis tes débuts, justement, dans le domaine de l'énergie, de la politique, le partenaire commercial pratiquement exclusif du Canada, c'est les États-Unis. Et là, dans le contexte actuel... Puis même avec le mouvement de patriotisme qu'on voit, que tu n'as jamais vu, puis moi, je n'ai jamais connu. Là, je me sens plus canadien que jamais, là, tu sais. Quel partenaire pourrait permettre de diversifier? Est-ce que la Chine peut être un partenaire? Puis on parlait, achetez pas des Tesla. J'en veux pas de Tesla. Mais j'aimerais bien, moi, avoir un char électrique chinois qui coûte encore du prix puis qui va bien. Toi, tu en penses quoi? Oui, il faut faire attention un peu là-dessus. Bon, Tesla, j'en parle pour des raisons strictement politiques. Je pense que c'est probablement un bon véhicule, j'en ai pas un, mais c'est pas très bon. Mais ce que je veux dire, c'est que l'attitude qu'Elon Musk a pris face au Canada, sa façon, moi, je pense que c'est inacceptable. Ça fait partie, il faut se tenir debout. Là. Tu sais, c'est comme le bully dans la cour d'école. À un moment donné, il tape sa gueule, ben, à un moment donné, tu lui donnes un beau coup de pied dans les couilles. C'est ça. Fait que je pense qu'il faut voter avec notre portefeuille, là, puis il faut dire, Elon Musk, je regrette, tant que tu ne changeras pas ton attitude face au Canada et aux Canadiens en général, moi, je ne l'achète pas ton produit. Je suis capable de prendre cette décision-là. Puis il y a de l'alternative. Il y a des très bons véhicules électriques qui ne sont pas Tesla. Il y en a un paquet, là. Tu peux en acheter partout. Bon, pour revenir à ton truc chinois, le problème des Chinois, c'est du dumping. Les Chinois font face à de l'overcapacité, de capacité de production
énormes qui ne sont pas capables de consommer tout au niveau local. Donc, le gouvernement chinois vend de l'énergie aux entreprises qui font des voitures électriques en dessous du coût, des prix coûtants. Ils ont subventionné la construction des usines. Je lisais dans un article de l'Économiste il y a 8 ou 9 mois que le coût moyen, la subvention moyenne d'une voiture électrique chinoise, c'est à peu près 35 000 C'est-à-dire que quand tu achètes une voiture là, chinoise, même si ça coûte 35 000, elle est subventionnée en moyenne à peu près 35 000 Ça veut dire que ça, c'est du dumping. En termes de commerce international, c'est du dumping. On va aller à l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, le WTO en anglais. On va gagner. Dans 5 ans, on va gagner. Oui. Les Chinois font rien. Fait que nos institutions multinationales, souvent, sont inefficaces aussi. Alors, là, ça prend un vote de ton portefeuille. Tout, tu dis, bon, j'achète-tu des Chinois? La raison, c'est tu peux acheter des Chinois, tu peux acheter Tesla, mais il y a des voitures américaines qui sont très bonnes, des voitures coréennes électriques qui sont très bonnes, qui sont tout à fait acceptables. Alors, pourquoi pas faire ce choix-là? Puis ça, c'est un choix politique qui appartient à chacun. Je ne dirais pas au monde quoi faire avec leur argent, c'est eux autres. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, au niveau des partenaires stratégiques, là, maintenant qu'on veut, avec Carney, diversifier nos partenaires, bon, ben, il reste quoi? Il y a l'Union européenne. Je ne sais pas si en Afrique, il y a bien de la business à faire. Toi, tu es un expert du Mexique puis de l'Amérique du Sud en général pour avoir travaillé au Pérou, en Argentine, au Chili, je ne me trompe pas, ou en Argentine. Est-ce que l'Amérique du Sud et le Mexique peuvent être des partenaires stratégiques pour le Canada, que ce soit au niveau énergétique, comme à l'époque avec Hydro-Québec International, ou même au niveau d'exporter notre savoir-faire puis notre... Bien, la réponse rapide, c'est oui. Écoute, premièrement, soyons clairs, le Mexique, c'est notre partenaire commercial dans l'accord de libre-échange. Ce que la majorité des Québécois et des Canadiens ne savent pas, c'est que le Mexique, c'est le 3e plus grand partenaire commercial au monde. 3e. OK? États-Unis, Chine, Mexique. Pas la France, pas l'Allemagne, pas l'Angleterre, pas le Japon, pas l'Inde, le Mexique. Alors, les gens disent « Ouais, ça se peut pas. » Non, mais les chiffres ne se mentent pas. Regardez voir Statistique Canada, là, puis je suis prêt à défier n'importe qui. Là. Allez voir. En termes de chiffres, as-tu des idées? Écoute, c'est à peu près 50 milliards de dollars de chiffres d'échange par année. 50... Ça dépend si tu regardes les statistiques mexicaines ou canadiennes, là, parce que ça s'appelle surtout l'importateur final. Il y a des différences un peu, là, mais grosso modo, ça ne varie pas. Le Canada, le Mexique, 3e partenaire comme ça. On pourrait doubler ça. On pourrait facilement doubler ça. Au niveau énergétique, c'est plus compliqué. Le Mexique est un pays assez riche en énergie, mais son énergie est chère à exploiter. Par exemple, Pemex, qui est l'organe de compagnie de pétrole, c'est un désastre financier. Pemex, c'est la 3e ou 4e compagnie la plus endettée au monde. Ils ont 120 milliards de dollars de dettes qui ne sont pas capables de servir. Donc, c'est un drag complètement, c'est un poids énorme financier pour le gouvernement du Mexique. C'est une compagnie qui est techniquement en faillite depuis 15 ans. Ils ont beaucoup de gaz naturel. Ils proviennent du gaz, eux autres, leur énergie? Ils ont du pétrole comme tel, mais ils ont beaucoup de gaz naturel qu'ils n'exploitent pratiquement pas parce qu'il est assez profondément, il est cher à exploiter, puis c'est beaucoup moins cher à importer du Texas. Alors, actuellement, ils importent du gaz naturel du Texas très, très peu cher. Ils sont vraiment à côté. Alors, une compagnie comme TransCanada, Pipeline, a construit... TransCanada, 12 milliards de dollars de pipeline au Mexique, qui transportent du pétrole qui vient du Texas. Ils font partie de l'architecture complète de l'énergie au Mexique. Et TransCanada est un pays très important là-dedans. ATCO, par exemple, on peut apporter je ne parle pas au nom d'ATCO, mais je peux dire l'expertise canadienne là-dessus, l'entreposage de gaz naturel dans des cavernes naturelles. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire au niveau énergétique avec le Mexique qui n'est pas nécessairement de l'exportation d'énergie, mais qui pourrait donner au Mexique une certaine indépendance énergétique, donc un levier de négociation avec les États-Unis. Actuellement, le Mexique n'a aucune réserve de storage. Je te parle pas dans le sol, je te parle du gaz que tu peux utiliser demain matin. Là. Ils n'ont aucun storage. C'est le pipeline, ils dépendent juste du pipeline. Demain matin, le Texas ferme Laval. M. Trump s'énerve et dit « Moi, je ferme Laval. » C'est 2,7 jours, puis l'industrie arrête. 80% de l'industrie manufacturière au Mexique dépend de la gaz naturel. Ils n'ont pas d'alternative comme c'est. Ils n'ont rien. Wow. Alors, pour aider les Mexicains à chercher un certain niveau d'indépendance, entreposer, je ne sais pas, 10, 20, 30, 40 jours de réserve pour avoir des réserves stratégiques. Parce que ça, il faut comprendre, Gabriel, que les pays en général, même le Canada, qui est un très, très gros producteur de gaz naturel, on a des réserves, au cas où il se passerait quelque chose. Naturel, comme tu disais? Des gaz naturels, ils sont enfouis dans des cavernes. Mais c'est ça, des cavernes, dans des grottes, où il n'y a pas d'eau, tu remplis ça de gaz. Tu vides la grotte, tu la nettoies, tu la laves complètement, et là, tu entreposes gaz naturel là-dedans, puis tu mets un chapeau. Imagine-toi que c'est comme un gros réservoir de gaz naturel. On a à peu près 50 à 60 jours. On ne sait pas les statistiques de réserve au Canada là-dessus. Les Américains ont 60 jours, le Mexique, 0.
Alors, on pourrait aider les Mexicains avec une technologie canadienne assez indépendante, un petit peu, à garder une certaine... Puis c'est ce qu'on appelle des réserves stratégiques. Hein. C'est pas pour utiliser, il manque de gaz à telle place, pour on C'est l'envoie pas un dans le levier, c'est juste pour pas être dans la merde. Exactement. Non, c'est ça, tu l'as bien dit, c'est en plein ça. Écoute, à un moment donné, il peut se passer quelque chose. Comme je te dis, demain matin, M. Trump décide de fermer la valve. Là. Le Mexique est en gros problème. Ben oui, lui, il brandit ses tarifs, puis mais là, s'il commence à dire « Ouais, OK, les tarifs, mais moi, je vais vous couper le gaz si vous... » Il attend quoi du Mexique rendu là? Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Écoute, là, on parlait purement de politique. Je pense que Ouais. Mme Sheinbaum, la présidente mexicaine, a très, très bien fait avec Trump. Elle n'a pas beaucoup de cartes à jouer, mais elle les a très bien jouées. Elle a fait tout ce que Trump voulait, mais elle a réussi à se déplacer, puis à pivoter, puis à regarder son peuple. Regarde, je me tiens debout, moi. Je me tiens debout. Puis elle a réussi à vendre ça. Je pense qu'au niveau politique, elle était très astucieuse. Elle était très bonne jusqu'à présent, mais elle n'a pas beaucoup d'armes à jouer. Si la game devient un petit peu plus, si les coudes commencent à se lever, elle n'aura pas beaucoup de choses à faire. Et puis ça va être un peu compliqué. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il y a des choses à faire au niveau énergétique, il y a des associations, mais tu sais, exporter de l'électricité, ça a une limite, hein, ça prend des fils. Exporter du gaz naturel, ça prend des bateaux, faut que tu le liquéfies. Alors, c'est pas juste exporter ça, c'est exporter, on revient à Hydro-Québec International, on pourrait s'associer, par exemple, le Mexique a 62 barrages hydroélectriques. Il y en a 58 qui performent en bas de 30 %. Alors, l'expertise d'Hydro-Québec pourrait être très, très utile, par exemple, au Mexique. C'est-tu les turbines qui sont trop vieilles? Il faut que tu changes la turbine. Oui, les turbines sont souvent très vieilles. Ils n'ont pas de software, ils n'ont pas été actualisés. C'est l'enfant pauvre de l'énergie, mais c'est parce qu'il y avait tellement de pétrole et de gaz que l'hydroélectricité, ça a été un peu laissé. Bon, en plus, il faut dire que depuis 10 ans, il y a une sécheresse au Mexique qui fait que probablement de ces 62-là, je ne suis pas un expert en barrage, là, mais je te dirais peut-être que ces 62-là, il y a peut-être de la moitié que ça ne vaut même plus la peine de rénover. Il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez de... Mais il y a quand même quelque chose à faire en termes de coopération énergétique avec le Mexique. Puis à mon avis, on n'en fait pas assez. Oui. Puis Pierre, en tant ambassadeur du Canada au Mexique, j'aimerais qu'on définisse mieux c'est quoi le rôle d'un ambassadeur parce que j'ai aucune idée. Concrètement, là, tu te lèves le matin, là, c'est quoi ta job en tant qu'ambassadeur? Oui, OK. Ça, ça varie beaucoup. Tu sais, il n'y a pas un seul rôle d'ambassadeur. C'est comme une PME. Mettons que tu es président d'une compagnie. Ouais. Imagine-toi que l'ambassadeur, c'est le président d'une compagnie. Tu peux être président d'une PME où il y a 4 personnes. Tu peux être président d'une grande entreprise où tu as 40 000 employés. Bien, les ambassades, c'est la même chose. Tu peux être ambassadeur dans une toute petite ambassade, puis tu vas arriver le matin, puis tu vas faire le café, puis à la limite, tu vas passer le balai. J'exagère, là. Okay. Puis tu peux être ambassadeur dans une grande ambassade. Puis là, ben, regarde, par exemple, moi, je suis ambassadeur au Mexique, qui est une très grande ambassade. 325 employés à peu près. C'est gros pour le Canada, c'est une grosse ambassade. Mais tu as une ambassade complète. C'est-à-dire que là, ce qu'on appelle une ambassade de service complet. C'est-à-dire que tu as tout là-dedans. Alors, tu as un attaché militaire. Dans mon cas, j'avais 2 attachés militaires. Tu as l'attaché de la GRC qui fait toute la relation avec Interpol, la police internationale. Tu as les attachés agricoles qui s'occupent de s'assurer que tous les fruits et légumes, les viandes canadiennes qui sont exportées ou qui sont importées rencontrent les normes phytosanitaires. Tu as toute la section commerciale. Tu as le réseau des consulats. Tu as le réseau consulaire. Tu sais, les Canadiens, il y a 2,2 millions de Canadiens qui visitent le Mexique chaque année. Ça en fait des accidents d'auto, du monde qui perd le permis, du monde qui meurt, qui perdent leur passeport. Alors, tu as un réseau consulaire très, très important. Alors, l'ambassadeur, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui mène tout ça, qui s'assure que tout ce monde-là s'occupe de ça. Fait qu'un matin, c'est super cool d'être ambassadeur parce que à 8 h le matin, tu as un petit déjeuner puis tu parles de droits de l'homme à quelque part pour les peuples autochtones au Mexique. T'sais. Puis à 10 h le matin, tu rencontres un investisseur canadien qui a un problème, puis c'est en train d'ouvrir une usine de pièces d'automobile, puis un problème avec tel permis. À 11 h, tu t'occupes d'un problème consulaire. Il y a un avion canadien qui était coincé au sol à l'aéroport à Cancun, puis il y a des Canadiens qui sont là puis qui sont malades dans l'avion parce qu'il y a une contamination alimentaire. Je peux t'en parler, c'est ça que tu fais à longueur de journée. Okay. Alors, c'est un tu t'ennuies pas parce que c'est tout le temps différent. Tu roules. Puis écoute, c'est aussi ta question de l'énergie personnelle. Moi, par exemple, les gens s'imaginent beaucoup, les ambassadeurs, les cocktails, puis tout ça. Écoute, je t'ai invité à peu près à 35 ou 40 cocktails lunch par semaine. OK? Il y en a un. Tu délègues ton monde pour aller. Tu ne peux pas passer ta vie à faire cette affaire-là. Surtout si tu es une ambassade du Canada au Mexique, c'est super occupé. Tu es occupé avec de la vraie business. Je comprends que si tu es ambassadeur de l'Afghanistan au Mexique, peut-être que tu y vas au cocktail parce que tu n'as pas grand-chose à faire. J'ai rien contre l'Afghanistan, mais je veux dire, je vois des gens qui s'ennuient. Je voyais des collègues ambassadeurs. Et au Mexique, on avait une position assez particulière, comme le Canada ou le Mexique est clairement le numéro 2. Après les États-Unis, c'est le Canada. C'est clair, c'est ça. Alors, tu as tous les autres ambassadeurs qui t'appellent. Par exemple, pendant la négociation de libre-écâge, les Coréens, les Japonais, les Français, les Allemands voulaient savoir ce qui se passait parce que c'était pour influencer leur industrie automobile. Alors, tu finis, j'avais des rencontres avec des autres ambassadeurs pour leur expliquer ce qui se passait pendant la négociation. Mais eux, ils n'avaient pas accès. Moi, j'étais dans toutes les rondes de négociation. Alors, on avait un rôle
moi, j'ai trouvé ça c'était un des highlights de ma carrière parce que c'est quelque chose qui est super intéressant. Puis, tu as vraiment l'impression que tu sers ton pays, que tu fais quelque chose pour ton pays, que tu vas créer des jobs au Canada, que tu vas sauver des jobs, que tu vas créer un environnement réglementaire meilleur pour les compagnies canadiennes. Moi, j'ai été embarqué à fond là-dedans. J'ai été très content de faire ça. Ça fait ça combien de temps? 5 ans. OK. Puis c'est de quelle année à quelle année? 2015 à 2019. En plein les premières années de Trump. Donc, c'est ça. Toi, tu as vécu Trump. As-tu eu à négocier directement avec Trump? Parce qu'au début, son premier mandat, Trump, je ne suis pas un expert politique, mais il était très différent de son mandat actuel. Oui, il n'était pas préparé. Il n'était pas si bien préparé. Non. Non, on négocie jamais avec le président comme tel. Mais ce qu'on a, c'est son envoyé, son négociateur, c'est un gars qui s'appelait Robert Lighthizer. Et on l'a beaucoup, j'ai rencontré à plusieurs reprises. Parce que la façon dont la négociation fonctionne, puis je ne veux pas embarquer dans trop de détails, mais c'est des tables de négociation. Par exemple, à l'époque, on avait 28 tables de négociation. Donc, toi, tu t'occupes des propriétés intellectuelles, l'autre s'occupe des produits agricoles, l'autre s'occupe des produits laitiers, parce qu'au Canada, la gestion de l'offre, c'est super important. Après ça, les textiles, mais les textiles automobiles, par exemple. Alors, tu as 28 sections comme ça. Et les négociateurs sont des gens, c'est des super experts. De tous les pays, c'est des gens experts. C'est impressionnant. Et l'idée... Ma job, moi, c'était de m'assurer que le gouvernement canadien savait exactement c'était quoi la position mexicaine sur chacune de ces tables de négociation. Donc, ce qu'on a créé à l'ambassade, c'est un groupe qu'on a détaché de leur job quotidienne. Vous ne faites plus ça, vous faites seulement ça dans la vie. On a un groupe de 8 personnes à l'ambassade qui faisaient seulement au téléphone, par des rencontres à chaque jour. Et moi, on reportait à chaque jour à Ottawa. Chaque jour. La progression. Donc, c'est hyper dynamique. Quand tu es dans une négociation, c'est pas quelque chose... On va attendre un petit peu, on va voir ce qui se passe. Non, c'est pas ça du tout. C'est une dynamique qui est très... C'est très demandant, parce que quand tu dis à Ottawa, la position mexicaine, c'est ça, bien, Ottawa prépare sa position en fonction de ça. Donc, on a travaillé très, très bien avec les Mexicains. Il y a eu des erreurs de parcours à des moments donnés. Mais... Toi, tu pourrais en parler un peu tantôt. J'aimerais ça que tu me partages une erreur de parcours en particulier. Bien, c'est pas des erreurs de... Bon, on en parlera si tu veux, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des moments... dans ma carrière, à moi, qui ont été très, très enrichissants. C'était très fatigant parce que c'est des longues journées. Puis tu voyages parce que la façon dont ça marche, tu as tes 28 tables de négociation, tu te rencontres pendant une semaine, là, tu te retires pendant un mois, puis là, tu vas retravailler ta position, là, tu parles avec tout le monde encore, puis là, tu retournes. Puis tu fais une rotation dans chaque pays. Une négociation à Mexico, une négociation au Canada, une question aux États-Unis. Puis là, tu changes de place à chaque fois comme ça. Puis ça a duré 18 mois comme ça. Alors, c'est très demandant. Mais c'est aussi très enrichissant parce que tu ne doutes pas de la valeur apportée. Tu ne doutes pas de la valeur que tu apportes. C'est clair. Tu le vois dans les journaux chaque jour, à la radio, à la télévision. Tout le monde parle de la négociation de l'accord de libre-échange. Fait que c'est sûr que c'est demandant, mais en même temps, c'est hyper enrichissant, en fait. Oui, c'est clair. Puis toi, quand tu es rentré comme ambassadeur, Pierre, par rapport à ton prédécesseur, est-ce que tu peux arriver et te dire, regarde, moi, là, je reviens tout à l'envers, moi, c'est le même, je vois ce type d'ambassadeur-là. Est-ce que dans ce rôle-là, il y a place à amener de l'innovation puis une nouvelle façon de faire où tu vas au cours de l'ambassadeur puis il te montre comment. C'est drôle parce qu'il y a des cours d'ambassadeur. Okay. Ben moi, je suis une personnalité un peu rebelle, puis quand mes amis américains m'appellent de Maverick, fait que je suis pas un gars qui respecte les normes pour les respecter. Si je respecte la norme, je vais la respecter. Si je la respecte pas, je la respecte pas. Puis bon, je me ferais taper ses doigts, puis c'est arrivé souvent dans ma carrière, je me suis fait taper ses doigts. Moi, j'ai été nommé par le premier ministre Harper comme ambassadeur, et puis j'ai été reconduit par le premier ministre Trudeau. Donc, j'ai eu 2 premiers ministres qui m'ont donné le mandat d'être ambassadeur. Moi, je savais que même s'ils m'offraient un autre poste d'ambassadeur par la suite, ça pourrait être mon dernier poste. Je voulais être ambassadeur au Mexique. Ils m'ont offert d'autres postes par la suite, ça ne m'intéressait pas. J'ai décidé de mettre mon empreinte. Moi, je suis arrivé, et à l'époque, par exemple, les ambassadeurs ne peuvent pas parler à la presse. Moi, je suis arrivé, je pense que c'était un mardi après-midi à 2h à Mexico. J'ai rencontré mon staff à l'ambassade, et le lendemain matin à 9h, j'avais une conférence de presse. J'ai dit, moi, Ottawa pourra penser ce qu'ils veulent, je vais leur dire ce que je vais faire comme ambassadeur. J'ai complètement changé ce que mon prédécesseur faisait. J'ai fait un style complètement différent. C'est pas parce que mon prédécesseur faisait quelque chose de mal ou mauvais. J'avais décidé de laisser mon empreinte, puis d'accepter les conséquences. C'était pas pour marcher, puis ça marche pas, puis tu te fais te foutre dehors, tu sais. Mais je pense que les ambassadeurs, même s'ils veulent pas le croire, on a beaucoup d'autonomie. On peut vraiment mettre la couleur qu'on veut, et puis on peut vraiment mettre le style qu'on veut. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Ah oui, bien. Fait que, puis là, tu es rentré justement, tu as eu un mandat de 5 ans. 5 ans, c'était assez. Tu voulais absolument être au Mexique. Pourquoi le Mexique plutôt qu'être ambassadeur du Canada au Japon, supposons? Ouais. Bien, écoute, moi, premièrement, le mandat, c'était 3 ans. Oui. Et après 3 ans, on était en plein milieu de la négociation.
tu ne changes pas ton équipe en plein milieu de la game en général. Tu regardes, l'ALENA, là, qui était... c'était pas le temps de changer l'ambassadeur à ce Ah, moment-là, c'était pas le temps de changer la gang, il fallait qu'on reste là. Puis moi, je suis très... Écoute, quand Trudeau a été nommé, quand Trudeau a été élu, je suis allé à Ottawa et j'ai donné ma démission. Puis ils l'ont refusé. Ils m'ont dit, non, tu fais une bonne job, reste là. Mais c'était juste parce que j'avais été nommé par le premier ministre Harper, c'était de bonne foi que je voulais donner la chaise, laisser la chaise au premier ministre. Tu fais ce que tu veux, c'est à toi, ça t'appartient. Et ils m'ont même offert 2 ans de plus après que j'ai fini. J'aurais pu être 17 ans. T'sais. Mais tu arrives à un moment donné où tu dis, j'ai donné ce que j'avais à donner. T'sais, il faut aussi être respectueux de ta capacité. Puis j'avais donné. J'étais rendu pas mal au bout de mon rouleau en termes de ce que je pouvais apporter à l'ambassade du Canada au Mexique. Puis il était temps que je prenne un break, que je fasse d'autres choses. Mais moi, j'aime beaucoup le Mexique. Je voyais les capacités, je voyais la capacité pour les Canadiens de faire de la business au Mexique. Fait que j'ai décidé de rester, en fait. Puis le Mexique, en termes d'exportation, un peu comme le Canada, le partenaire, c'est, encore une fois, les États-Unis. Puis le Mexique, moi, écoute, quand je pense au Mexique, je pense, la sangria, le tequila. Qu'est-ce que ça l'exporte, le Mexique? Je sais que tu me parlais tantôt des compagnies de voitures. Il y avait un enjeu, justement, puis ils s'informaient. Je sais qu'il y a beaucoup de véhicules, je pense, qui sont fabriqués au Mexique. Est-ce que c'est une terre fertile pour avoir de la main-d'œuvre de qualité, pour réduire peut-être un petit peu les coûts, puis le faire en Amérique? Ou, tu sais, ça l'exporte quoi, le Mexique? Puis c'est quoi le levier stratégique en termes d'exportation? Écoute, l'accord de libre-échange, le premier accord de libre-échange a créé une entreprise manufacturière au Mexique qui n'existait pas. Le Mexique a dépassé le Canada il y a quelques années comme le plus gros exportateur, le plus grand partenaire commercial du Mexique. Des États-Unis, c'est maintenant le Mexique, c'est plus le Canada. Ah ben tabarouette. Le Mexique est maintenant numéro 1. J'aurais jamais pensé. Ouais, c'est le Mexique maintenant. Okay. Beaucoup de matériel automobile, beaucoup de pièces, mais beaucoup d'autos. Le Mexique exporte à peu près 6 ou 7 millions de véhicules, peut-être un peu plus maintenant, de véhicules complets. C'est l'industrie manufacturière automobile principalement. Agricole, énormément de produits agricoles. Écoute, à peu près, grosso modo, entre légumes et les légumes, à peu près 50% des légumes consommés aux États-Unis viennent du Mexique. OK. Tomates, avocats, laitue, pois. Les terres sont fertiles là-bas. Ouais. Mais tu sais, tu as des grandes entreprises comme Savoura au Québec qui sont très, très actifs au Mexique. Ils font des tomates Savoura. C'est ça. Qui exportent vers les États-Unis. Fait que le Mexique, tu sais, c'est sûr que les Québécois voient le Mexique, c'est Cancun, c'est la tequila, c'est la margarita sur le bord de la plage. Ouais. Donc, il y a un autre Mexique qui est absolument extraordinaire, un Mexique manufacturier, un Mexique agricole, un Mexique qui commence à développer de la haute technologie assez intéressante. Mais aussi un Mexique très riche et un Mexique très pauvre. T'sais. Le nord du Mexique qui est exporté. Le nord du Mexique, c'est un peu comme la Beauce québécoise. Des entrepreneurs indépendants qui regardent où le marché, puis c'est là qu'ils vont. Alors, pour les Mexicains du nord, la Monterrey, Nuevo León, cette partie-là, eux autres, leur marché, c'est les États-Unis, c'est pas le Mexique. Ils n'ont jamais regardé le Mexique comme un marché potentiel. Ça a toujours été... Ils sont vraiment versés. Mais le sud du Mexique est un pays très pauvre. N'oublions pas que le Mexique a à peu près 130 millions d'habitants, puis plus que 50% des Mexicains vivent dans la pauvreté encore, selon la Banque mondiale. Donc, c'est pas du tout ce que vous voyez quand tu vas à Cancun ou à Puerto Vallarta. C'est pas... Tu sors te promener un petit peu dans les villages, tu vois que... C'est peut-être pas Cuba, mais... Écoute, non, c'est pas Cuba. Mais puis il y a aussi un gros problème au Mexique. Il faut pas ce que ça s'appelle en anglais le 800-pound gorilla in the room, là, les cartels. Écoute, je voulais t'amener là-dessus. C'était une de mes questions qui me trottait dans la tête parce que la criminalité, la corruption aussi. C'est un pays qui est extrêmement corrompu. Corrompu dans le système, corrompu dans tout ce qui se passe. Mais les cartels aussi. Les cartels qui commencent de plus en plus à prendre de l'espace. On évalue, puis ça, encore une fois, c'est dur de mettre un vrai chiffre là-dessus, mais entre 75 et 100 milliards de dollars par année qui rentrent au Mexique pour la drogue. C'est peut-être plus même, tu sais. Mais si tu dis c'est 100 milliards par année, c'est 2 milliards par semaine, ça donne... Puis ça, c'est tout du cash, là. C'est pas... Tu sais, alors, tu t'imagines ce que les gens peuvent faire avec ça. Il y a une distorsion. Les cartels sont hyper riches. Les cartels sont hyper puissants. Les cartels font un peu comme vous avez vu dans des émissions de narcos. Là. Bien, ils prennent contrôle de villages, puis de villes entières, puis de territoires entiers, puis ils donnent de la job aux jeunes, puis ils construisent un terrain de soccer, puis une clinique, puis un petit hôpital, puis finalement, le cartel prend place du gouvernement. Les cartels sont les gouvernements de facto dans certaines régions du Mexique, et ça devient hyper compliqué de gérer ça, parce qu'ils sont très, très riches, ils sont très puissants, ils sont super bien armés, ils sont très violents. Fait que tu t'opposes à eux, bien... Tu te fais zigouiller, tu sais. Puis on va pas de laisser ça dans la rue puis le faire en plein jour, là. C'est rendu. Il y a des endroits au Mexique où... Tu sais, écoute, avant, on disait, bon, à peu près partout, tu vas aller au Mexique, il n'y aura pas de problème. Là, je te dirais, en grande majorité, tu vas avoir des problèmes à peu près partout au Mexique. Tu vas aller à Cancun, il n'y a pas de problème. Mais c'est rendu... mais même à Cancun, tu peux pas marcher un coin de rue sans te faire proposer de te faire vendre de la poudre, là.
Tu sais, je sais pas si ça t'a fait ça, là, mais moi, Non, mais ça a changé. c'est fatigant, là. Non, non, mais c'est ça que je te dis. Le problème, c'est que comment tu opposes ça? Ça prendra un plan national multiparti pour dire, écoute, c'est un plan sur 20 ans, là, ça 20-25 ans pour éradiquer tout ça. Et puis, c'est pas clair comment ça va se faire. Puis, c'est pas clair qu'il y a une volonté de le faire au Mexique actuellement parce que tous les partis politiques mexicains ont été corrompus par l'argent de la drogue. Puis même, souvent, les candidats ne le savent même pas. Alors, écoute, dans l'élection de 2018, il y a eu 110 candidats d'assassinés pendant la campagne électorale. 110 candidats. Je veux dire, c'est le Far West. Pour pas avoir froid aux yeux, tu te présentes, puis si t'es pas dans le courant qui va favoriser le cartel, ça se peut que ta famille puis toi, vous n'existez plus, là, tout simplement. C'est ça. Puis c'est les menaces, puis c'est les viols. C'est vraiment le Far West, la gouvernance par la violence, là. Puis par l'argent. Écoute, il y a une élection qui s'en vient, une élection dimanche prochain, le 1er juin, une élection juridique. Maintenant, ils vont élire les juges. C'est un gros changement constitutionnel. Ben, moi, j'appelle ça « buy yourself a judge ». Qui c'est qui a un moyen de s'acheter un juge? Les grandes compagnies, les cartels, les partis politiques. Alors, le système judiciaire mexicain va en prendre une claque sur la gueule, c'est clair, à partir de dimanche prochain. Tu vas avoir plein de juges qui vont être corrompus. 82% des candidats juges s'affilient directement au parti au pouvoir, donc l'indépendance judiciaire ne sera pas là. Le Mexique ne va pas dans la bonne direction actuellement. Oui, puis toi, dans ton rôle d'ex-ambassadeur, justement, lorsque tu étais au Mexique pendant ton mandat de 5 ans, Pierre, comment le cartel, ou pas comment, mais plutôt est-ce que le cartel, tu as eu affaire à eux de près ou de loin, ou est-ce que c'est venu interférer? Parce que tu me disais justement que tu parlais, mettons, à 11 heures après le déjeuner, bon ben là, tu avais une industrie automobile. Mais est-ce que cette business-là automobile est infiltrée par le cartel? Ils sont dans... Jusqu'où ça va dans l'industrie, puis peut-être même dans le domaine de l'énergie? Comment tu as eu à dealer avec ça? Ben, je vais donner un exemple. Il y a un paquet de gens d'affaires canadiens qui me disaient, moi, j'ouvre une mine ou j'ouvre une usine, et tout à coup, le syndicat, parce que les syndicats sont hyper corrompus au Mexique aussi, souvent sont affiliés au cartel, arrive avec une liste, puis dit, ça, c'est la liste des 20, mettons, tu as besoin de soudeurs, on va dire, besoin de soudeurs. Ça, c'est la liste des 20 soudeurs, là, il faut que tu en engages 5 de notre liste. Il y a 5. Tu peux engager qui tu veux, là, mais on t'en a 20 ici, là, puis il y en a au moins 5 tu vas prendre ces listes-là. Et ça, c'est souvent contrôlé par les cartels. Les cartels vont leur monter en dedans parce les gens doivent payer une partie de leur salaire au cartel. Tu sais, quand on parle de crime organisé, là, on ne pense pas à crime, on pense à organiser. Ils sont hyper bien organisés. Oui. C'est pas juste la drogue, là, ils sont infiltrés dans tout. Ils appellent ça derecho de piso. Tu te souviens, dans le temps, au Québec, là, les Hells qui chargeaient pour les bars, sinon on va brûler ton bar. Même affaire au Mexique. OK, c'est ça. Chaque mois, ils passent au restaurant, puis tu me dois 5 000 pesos, dépendant de ton chiffre d'affaires. Puis ils sont assez astucieux pour savoir jusqu'à quel point ils peuvent t'en demander. Là. Okay. T'en demandes trop, ils savent que tu vas fermer. Fait qu'ils sont toujours sur la barre. Ben, c'est la même chose dans les grandes entreprises. Écoute, il y a une rumeur, puis c'est pas vraiment une rumeur, mais c'est pas mal vrai, qu'actuellement, surtout les avocats, c'est un gros producteur d'avocats, le Mexique, et puis qui exporte énormément aux États-Unis, ils chargent maintenant 30 pesos par kilo. Ça va au cartel. 2 piastres, ça sort au cartel. Fait que Savoura doit payer le cartel pour ses tomates, probablement. Je ne peux pas parler pour Savoura, je ne peux pas parler pour eux autres. C'est pas souvent direct, c'est souvent indirect. Okay. Je vais donner un exemple que j'ai eu quand j'étais ambassadeur. Une compagnie minière vient me voir, on vient de finir la construction d'une route de 40 km pour aller à notre mine. 40 km de route privée. Parfait. Puis j'ai eu la visite d'un groupe de personnes qui sont venues me voir qui me disent qu'ils voulaient utiliser la route. Puis je leur ai dit non, c'est une route privée. Peut-être tu devrais reconsidérer, on aimerait ça utiliser ta route. T'sais. Puis là, il dit non. C'est une route privée. Puis il dit, OK, parfait. À partir de demain, si tu fermes les portes, les gates à la route, on va tuer un de tes mineurs à chaque jour. Puis il me dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, moi, je ne peux pas être ton autorité morale. La morale, elle t'appartient à toi. Puis je ne peux pas t'encourager à faire de la business avec les cartels. Non, ils ne m'ont jamais dit qu'il y était des cartels. Mais je dis, fais ce que ta conscience te dit. Le lendemain, ils ont tué 2 mineurs. Puis après ça, il a décidé d'ouvrir les portes. Fait qu'à un moment donné, c'est une question de, est-ce que tu fais affaire avec les cartels? Oui, il a fait affaire avec les cartels. Est-ce qu'il y avait le choix? Écoute, le fait que Trump ait désigné maintenant les cartels comme des organisations terroristes change toute la game. Okay. Parce que ça dépend jusqu'à quel point il va pousser la note. Si, par exemple, je vais prendre un exemple, l'Oblast ou IGA, ici, ou Métro, importe des avocats mexicains, peuvent-ils être accusés de faire de la business avec les cartels? Ouais, techniquement parlant, selon la loi américaine, oui. Parce qu'ils savent très bien que les cartels changent 30 pesos du kilo. Ça pourrait faire des problèmes à Métro Richelieu. Tu vois, oui, que, je veux dire, les ramifications, tout ça, sont énormes. T'sais. Mais, écoute, moi, j'ai peut-être engagé du monde qui donnait des ristournes au cartel, je ne sais pas. C'est peut-être être... Comment peux-tu le savoir? Mais ils sont partout. C'est comme... C'était incroyable. Puis moi, je me rappellerai toujours au Mexique...
Écoute, la police vient me voir, j'avais loin un scooter, puis tu sais, comme c'est, Pierre, il dit écoute, on va te donner un ticket. Tout. Il dit par contre, tu me donne-moi 100 US, puis je t'achale plus. Je pense que j'avais pas barré, là, j'avais laissé le casque. Il dit tu peux te faire voler ton casque sur le scooter, il fallait que tu gardes ton casque. Il avait une niaiserie de même. Là, puis là, fait que là, il a fallu que je le paye. Là, j'ai négocié, il voulait 100$, finalement, j'ai dealé ça à 20 US. Là, c'était la police. Non, mais ça, je te dis, c'est un pays qui est extraordinairement corrompu. Oui. Puis, tu sais, les policiers sont mal entraînés. Écoute, il faut garder sa tête froide, mais c'est sûr que le Mexique va faire un grand coup de barre au niveau légal. Puis là, avec la nomination des juges qui vont être, en général, probablement pas mal corrompus, ça s'en va où, tout ça, je ne sais pas trop. Oui, puis tantôt, en début d'émission, justement, Pierre, on parlait de leadership. Quel type de leadership, puis est-ce que c'est un mal nécessaire ou est-ce que c'est possible? D'après toi, là, si tu avais une baguette magique, comment tu ferais, toi, pour régler le problème de cartel? Qu'est-ce qu'il faut qu'il soit fait au Mexique pour améliorer les choses? Ça, c'est la question à 100 000 $. Ouais. Écoute, comme je te dis, je pense que ça prend un plan national. C'est pas quelque chose que tu peux éliminer demain matin. Écoute, ça fait... Écoute, j'ai lu un paquet de choses sur les cartels et l'histoire de la drogue au Mexique. Tu sais, ça fait 150 ans. Là, tout le monde pense à arriver avec la cocaïne des années 70. Ben non. Écoute, les Chinois sont arrivés avec l'opium puis l'héroïne dans les années 40. D'ailleurs, tu as une communauté chinoise. Moi, j'ai un bon ami mexicain qui s'appelle Miguel Wong. Ses deux parents s'appelaient Wong. Donc, je veux dire, il y a toute une histoire de la drogue au Mexique qui va bien au-delà de ce que nous autres, on pense que ça va. Donc, c'est un pays qui exporte, qui mène le cannabis depuis 100 ans, qui font le meilleur cannabis au monde à peu près. Les autres ne sont pas intéressés pantoute, ça se légalise, ils font beaucoup plus d'argent. Alors, il y a toute une histoire de la drogue de certaines parties qui est là. Et le problème, c'est que maintenant, c'est devenu tellement fort que le fentanyl, ils font tellement de cash. Je veux dire, c'est fait un quantum leap carrément en termes de revenus. Puis quand tu as autant d'argent que ça, tu peux éliminer toutes les têtes. Il va y en avoir d'autres têtes qui vont pousser. Il y a trop de cash là-dedans. Donc, ça prend un plan national, multiparti, qui va s'entendre que sur 20 ans, c'est ça qu'on va faire pour éradiquer. Puis ça veut dire mettre des gens en prison. Ça veut dire... puis le problème, regarde, ils viennent d'arrêter un chef de cartel la semaine passée, puis un juge qui l'a relâché, tu sais. Un autre juge corrompu, probablement. Peut-être pas corrompu, peut-être qu'ils ont dit, on va violer ta fille ou tuer ta femme. Puis peut-être le juge a pris une décision consciente, lui dit, regarde, moi... Là, comme le gars tu me parlais pour la route. Je protège ma famille en premier. Là, parce que je sais qu'ils vont vraiment violer ma fille ou tuer ma femme. J'aurais fait la même chose, probablement. On aurait tous fait la même chose. C'est dur, c'est difficile. Il n'y a pas de solution facile. C'est les forces du mal, là, carrément. Puis c'est du crime hyper bien organisé. Là. Ouais. Pierre, j'aimerais ça savoir, je pose cette question-là à tous mes invités. Est-ce qu'il y a un livre sur la géopolitique, une émission, un podcast, un documentaire sur le Mexique que tu recommanderais, qu'il faut absolument qu'on aille voir ou qu'on lit? Écoute, il y a un journaliste britannique qui est établi au Mexique qui s'appelle Johan Grillo. Johan écrit I-O-A-N. Parce que je pense que c'était entre Ian et Juan. Là, qui est un gars extraordinaire que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Il a fait plusieurs livres. Il a été correspondant de CNN aussi. C'est un des rares gars qui a réussi à, pas s'infiltrer, qui a réussi à aller dans les cartels, invité par les cartels, invité par les chefs de cartels à avoir certaines opérations. C'est ça qui en est sorti vivant. Il est toujours au Mexique, il est toujours vivant. C'est un gars extraordinaire. Souviens-toi, disons, Johan Grillo, 4-5 livres. Il y en a un qui s'appelle aussi Warlord. C'est toute la relation entre les différents groupes criminels de l'Amérique latine. Puis les similarités entre la Jamaïque, le Brésil, Salvador, le Mexique, par exemple. Les exportations d'armes illégales des États-Unis vers le Mexique. C'est très, très bien documenté. Ce n'est pas des romans, parce que c'est des livres de recherche, mais si tu veux mieux comprendre tout le commerce de la drogue, le commerce des armes, le trafic d'influence au Mexique, l'importance des cartels qu'ils ont dans les régions mexicaines, je pense que c'est vraiment ta meilleure source. Il y a un autre livre qui a été écrit par, là, tu me prends à pied levé, là, Benjamin T. Smith, qui s'appelle Dope. C'est l'histoire de la drogue au Mexique. C'est un peu écrit comme une thèse de doctorat. Encore une fois, c'est un petit peu aride, là, mais qui est... si tout le côté cartel au-delà des émissions narco t'intéresse vraiment ce qu'il y a en arrière de tout ça, je pense que ça serait 2 bonnes sources de voir. OK. Je vais vérifier si c'est là sur Audible. Moi, j'écoute tout en livre audio, puis je cherche tout le temps les livres que mes invités me proposent. Fait que là, je suis en train de monter une belle collection, puis j'écoute ça dans l'auto. Je fais comme toi, probablement. Toi, tu n'as pas d'auto, mais moi, je suis tout le temps sur la route. Pierre, le temps file, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui.
Un immense merci d'avoir participé puis d'avoir montré autant d'ouverture. Je pense que tu as une expérience que les gens méritent de connaître puis d'apprendre, surtout dans un contexte avec tout ce qui se passe aux États-Unis, avec Trump, les enjeux énergétiques, les centres de données. Si, comme moi, vous avez été chercher autant de valeur dans cette émission-là, n'hésitez pas à partager, liker, puis je vous dis à tout le monde, à la semaine prochaine. Ciao la gang!